poursuivons les travaux de notre commission d'enquête par l'audition du professeur Alain Fischer, que je remercie de s'être mobilisé aujourd'hui. Si nous vous connaissons tous en tant que président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, au plus fort de la pandémie de la Covid-19, où nous avons eu l'occasion de vous avoir plusieurs fois en audition, c'est le président de l'Académie des sciences et professeur honoraire du Collège de France, spécialiste en immunologie et pédiatrie, que nous entendons aujourd'hui. J'ajoute que vous êtes l'auteur, au nom de la Fondation Terra Nova, d'un rapport rendu public le 18 janvier dernier sur la recherche médicale en France et par ailleurs chroniqueur à l'Express. Notre commission d'enquête a un double objet, les pénuries de médicaments, mais également les choix de l'industrie pharmaceutique française, les deux étant liés. Et vous avez bien compris que le débat entre médicaments matures et innovation était très intriqué. Ces deux enjeux nous ont naturellement conduit à examiner le modèle économique de l'industrie du médicament et en particulier la place qui occupe l'innovation, son financement et la prise en charge des thérapies de plus en plus coûteuses qui en sont issues. C'est à ce titre, Monsieur le Président, que nous souhaitons disposer de votre expertise. En effet, vous aviez alerté sur le caractère exorbitant du prix demandé par les laboratoires pour les médicaments relevant des thérapies tissulaires, cellulaires et génétiques avant la prise de conscience générale de cette problématique. Dès 2020, vous aviez démontré que l'argument mis en avant par les laboratoires des vies transformées par les traitements administrés en une seule fois au prix sans commune mesure avec ceux pratiqués jusqu'à là ne tenait pas, ne serait-ce que compte tenu du manque de recul sur l'efficacité de ces traitements qui ne dépassent pas 3 à 5 ans. Vous appeliez alors, je cite, à une vision plus équilibrée de l'intérêt général et d'un retour raisonnable sur investissement qui permette la poursuite de l'innovation. Vous pourrez nous préciser ce que vous entendez par cette déclaration que les dernières années n'ont fait que confirmer. En matière d'innovation, vous avez également alerté sur l'état, selon vous, préoccupant de la recherche française. Nous serons attentifs à vos préconisations pour remédier à cette situation d'autant plus préjudiciable que, comme vous avez eu l'occasion de le dire, l'innovation nécessite en amont une recherche active et efficace. Faute de quoi, la France risque d'encourager la production de biomédicaments sans disposer de la capacité à inventer les médicaments de demain. Enfin, pour en revenir aux pénuries de médicaments proprement dites, je soulignerai que dès septembre 2022, vous alertiez sur le risque d'une épidémie de grippe en France concomitante avec un rebond de l'épidémie de Covid-19. L'histoire vous a malheureusement donné raison et l'épidémie de bronchiolite, que j'allais ajouter dans mon propos, n'a fait qu'accentuer l'impact sanitaire de cette situation à l'origine de pénuries qui ont d'autant plus inquiété l'ensemble des Français qu'elles touchaient des produits d'usage courant comme l'amoxicilline ou le paracétamol. Nous serons par conséquent attentifs à ce que vous pourrez nous dire sur la promotion de la politique de santé publique que vous appelez de vos voeux, notamment s'agissant de la prévention. Sur l'ensemble de ces sujets, Monsieur le Président, je vais vous céder la parole pour un bref propos introductif, puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Je précise également que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Monsieur Fischer. Je le jure, mais peut-être qu'il faut que je dise de quoi. Qu'est-ce que je jure? De dire toute la vérité. Je jure de dire toute la vérité. Rien que la vérité. Voilà, ok, c'est bon. Vous avez la parole. Ok, merci d'abord de votre invitation. Je tiens à préciser, vous avez mis ce qui est exact, je suis aujourd'hui président de l'Académie des sciences. Je ne parle pas au nom de l'Académie des sciences, je parle à titre personnel. Je pense que c'est important, même si l'Académie des sciences, comme d'autres académies, évidemment, s'intéresse à ces questions. En termes de lien, conflit d'intérêts, si vous regardez mes DPI qui est public, j'ai été impliqué dans la création d'une start-up, mais sans intérêt personnel, et qui émane de l'Institut où je travaille encore, même si je suis censé être retraité, s'appelle l'Institut Imagine, qui est sur le site de l'hôpital Necker Enfants Malades. Et voilà, quoi, en termes privés, c'est tout. Sur l'aspect de la pénurie de médicaments, je n'ai guère de compétences dans ce domaine, donc j'en parlerai pas, même si je suis conscient qu'il y a un lien. D'ailleurs, vous aviez évoqué la question à l'instant avec les personnes de Sanofi. Je me sens un peu plus compétent sur la problématique de l'accessibilité des médicaments innovants, et puis on peut à partir de là
selon vos souhaits, continuer sur les aspects recherche, santé publique que vous avez évoqués il y a un instant. Donc, pour ne pas être trop long, vous le savez, je pense que vous l'avez entendu multiplement, il faut commencer par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que depuis un certain nombre d'années, on observe, et ça ne se dément pas, des avancées de la recherche médicale qui sont très significatives en termes de thérapeutique, que ce soit thérapeutique classique, des médicaments chimiques, que ce soit des biothérapies, qui représentent aujourd'hui 40% des médicaments mis sur le marché, ou des thérapies cellulaires et surtout géniques. Voilà, 2-3 exemples pour illustrer mon propos. Pour les médicaments, je vais prendre l'exemple de la mucoviscidose, donc une maladie rare, mais pas si rare que ça. Il y a comme ça, je crois, 6000 malades en France. Il y a aujourd'hui une trithérapie médicamenteuse qui est vraiment très intéressante, pas efficace chez 100% des malades, mais la grande majorité de ces patients, et qui doit être pris à vie. Et je reviendrai ensuite évidemment sur l'accessibilité. Biothérapie, il y a de multiples biothérapies qui ont montré un certain degré d'efficacité. C'est pas parfait, mais pour un certain nombre de cancers, il y a eu des progrès très très significatifs là vraiment de ces toutes dernières années dans le traitement des hémophilies, qui sont vraiment impressionnants, dans le traitement de maladies inflammatoires, de maladies auto-immunes. Beaucoup d'anticorps monoclonaux, mais pas que, d'autres produits biologiques. Thérapie génique, il y a les fameuses CAR T-cells qui aujourd'hui, je crois, ont été à peu près administrées à 20 000 patients dans le monde. Ça commence à faire. Il y a plusieurs maladies génétiques diverses, déficits immunitaires, hémophilie à nouveau, maladies de l'hémoglobine, dont des pas tout à fait rares, comme la drépanocytose, méthalassémie, amyotrophie spinale. Enfin, ouais, je pourrais continuer comme ça. Donc ça, ce sont les bonnes nouvelles. C'est qu'il y a vraiment de la vraie avancée médicale. Ce ne sont pas des médicaments MeToo, ce sont des médicaments transformants. J'y reviendrai. Et puis, il y a beaucoup de perspectives. Les recherches en cours dans tous ces domaines sont florissantes, même s'il est toujours très difficile de faire des prédictions. Mais on ne peut pas imaginer une seconde que les avancées ne s'arrêtent, vont subitement s'arrêter en 2023. Je pense que les années qui vont venir verront mis sur le marché, au moins dans certains domaines, il reste des creux terribles, comme les maladies du cerveau, où malheureusement on est nettement moins avancé, les maladies psychiatriques et d'autres. Enfin, bref. Mais enfin, globalement, il y a notamment le cancer, mais pas que, des progrès très significatifs. Donc ça, ce sont les bonnes nouvelles. Les moins bonnes nouvelles, c'est le prix de ces médicaments. Si je reprends les exemples que je vais citer il y a un instant, la mucoviscidose, donc cette trithérapie, autant qu'on puisse le savoir, parce qu'on y reviendra, mais comme vous le savez, les prix ne sont pas connus publiquement en France, mais enfin, on peut quand même avoir un certain nombre d'informations. Mais le traitement par an pour un malade de la mucoviscidose, c'est 200 000 €, et c'est à vie. C'est pas une fois, c'est pas comme une thérapie génique, éventuellement. Les différents traitements par anticorps monoclonaux dans les cancers et autres, les anticorps monoclonaux du cancer, ce qu'on appelle les checkpoint inhibitors, qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50 000 à 100 000 € par cure et par malade. Pour les maladies auto-immunes, c'est seulement, entre guillemets, 10-20 000 €. Les nouveaux traitements de l'hémophilie sont autour de 100 000 € par an et par malade. Les thérapies géniques, les fameuses CAR T-cells, c'est 400 000 € par malade, qui viennent s'ajouter à d'autres traitements. C'est les malades qui reçoivent des CAR T-cells, ils ont souvent une greffe de moelle osseuse après, etc., etc., etc. Les nouveaux traitements de l'hémophilie ont été commercialisés aux États-Unis au prix de 3 millions de $, par malade. L'amyotrophie spinale est vendue, le produit est vendu en France. Je crois que ce chiffre est exact. Encore une fois, il peut y avoir, comme il y a les rabais, c'est pas tout, mais je pense que le chiffre est exact. Parce que je l'ai de l'assistance publique, 1,9 million €. Bon, je pourrais continuer, hein, je ne vais pas faire une longue liste, mais enfin, voilà. Donc ces produits coûtent extrêmement cher. Ce sont les produits les plus chers aujourd'hui de tous les médicaments, et de loin. Et donc, ces prix sont aujourd'hui totalement déconnectés, mais c'est revendiqué par l'industrie, je vais y revenir, des coûts de recherche, développement, production, marketing. C'est déconnecté, totalement déconnecté. Alors la justification de la déconnexion, c'est de dire que ces médicaments sont sophistiqués, leur coût de développement coûte plus cher que le médicament autre. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas dans une dimension fantastiquement plus élevée. Et surtout parce que ces traitements sont, pour ceux qui sont one-shot, une seule fois, on passe d'une maladie chronique grave, voire mortelle, à une maladie guérie. Et donc c'est évidemment un argument qui compte, enfin, qu'il faut prendre en compte. C'est la valeur transformative, si le mot est correct, transformative de ces traitements. Alors ce n'est pas toujours le cas, on va y revenir, mais enfin ce sont les arguments mis en avant
par l'industrie pharmaceutique, pas spécialement française, hein, c'est évidemment totalement mondial. Si on reprend ces arguments, il y a aussi le fait que souvent ce sont des maladies rares à petit marché. Si on reprend ces arguments, donc ils peuvent nécessiter des coûts plus élevés, des prix plus élevés. Concernant l'aspect sophistiqué plus élevé du développement, oui, mais en fait, la quasi-totalité de ces médicaments ont été en fait développés par la recherche académique ou fortement proche de la recherche académique. Par exemple, les associations de parents, on peut penser à l'AFM pour la myotrophie spinale, et qu'ensuite, ces produits ont été rachetés par l'industrie, mais à des coûts, ou par les revenus qui reviennent au monde académique ou associatif, qui sont très loin des prix. On peut évoquer des chiffres si vous le souhaitez. Le fait que les marchés, la petite taille des marchés, c'est parfois vrai, pas toujours, et il n'y a aucune corrélation entre la taille du marché et le prix des médicaments, si on regarde en détail pour ces médicaments. Surtout, le point essentiel, donc, c'est le caractère transformatif ou non de ces traitements. Donc, encore une fois, certains sont transformatifs mais sont à vie, si je prends l'exemple de la mucoviscidose ou certains traitements de l'hémophilie, que sur le temps, même pour ceux qui sont vraiment transformatifs, a priori thérapie génique, on a d'ailleurs un recul un peu plus important maintenant, on est à 7, 8, 10 ans pour certaines maladies. Dans quelques cas, il y a des chances que ce soit définitif, mais ce n'est pas sûr que ce soit définitif dans tous les cas, loin de là, et que par ailleurs, notamment pour les maladies neuromusculaires, la cure peut être incomplète, c'est-à-dire qu'il persiste des manifestations cliniques, voire on peut imaginer même l'apparition de manifestations cliniques qui n'étaient pas connues, mais qui apparaissent parce que les malades survivent. Donc imaginez que ce soit totalement transformatif et qu'on transforme une personne avec une maladie gravissime en une personne qui a une vie normale. Ça peut être vrai dans quelques cas, mais ce n'est pas la majorité. Et puis, il y a des incertitudes sur le long terme, évidemment, pour tous ces patients. Et j'ajouterais, peut-être pour moi le point le plus important, même si l'argumentaire de l'industrie était totalement juste. Encore une fois, il n'est pas totalement faux, hein, il faut le prendre en compte. Mais imaginons qu'il soit totalement juste et qu'il permette pour un certain nombre de situations, bon, d'abord d'avoir évidemment des gains de vie et de qualité de vie, ce qui est très important, et de même faire gagner de temps en temps de l'argent, parce qu'un traitement one-shot va coûter moins cher qu'un traitement à vie, si on prend les cas de l'hémophilie, la drépanocytose, encore qu'il y a une étude qui vient de sortir aux États-Unis qui montre que ce n'est pas si évident pour la drépanocytose, mais au moins pour l'hémophilie, c'est à peu près juste. Donc il y a un gain indéniable. Mais la question qui peut se poser, après chacun est libre d'y répondre, est-ce que ce gain doit aller uniquement à l'industriel qui a fait le produit, à la société, enfin quel est l'équilibre? Il me semble que la moindre des choses, c'est de considérer que le partage du gain doit être équilibré. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas équilibré. Voilà. À vrai dire, si on regarde, enfin je répète ce qui a été écrit par beaucoup, hein, si on regarde comment ces prix sont fixés, ils sont surtout fixés au plus haut possible, acceptés, comme pas toujours le cas, mais acceptés par les autorités réglementaires quand il y en a. C'est en Europe et pas aux États-Unis, malheureusement, je reviendrai là-dessus, parce que je pense que le problème des États-Unis, excusez-moi, pèse très lourd. Les conséquences de cette situation, c'est que de temps en temps, ces produits ne sont pas mis à disposition, soit parce qu'ils sont refusés par les autorités réglementaires comme trop chers, soit comme l'Europe est plus dure que les États-Unis, les industriels se retirent du marché européen. C'était le cas, par exemple, de la société Bluebird, qui commercialise certains médicaments de thérapie génique qui ne vendent son produit qu'aux États-Unis. Donc tout ceci n'est pas... Il y a même des domaines, mon domaine, celui des déficits immunitaires héréditaires, où il se trouve malheureusement qu'une société, à un moment donné, s'est retrouvée en quasi-monopole des 3 médicaments disponibles, et elle a décidé de tout arrêter, estimant que ce n'était pas assez rentable, et donc il n'y a plus de médicaments disponibles aujourd'hui pour ces maladies. Alors il y a des alternatives, le greffe de moelle osseuse, etc. Ce n'est pas une catastrophe, heureusement, pour les malades. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle. C'est beaucoup à titre personnel, qui est beaucoup impliqué dans ces travaux de recherche il y a 20 ans, encore plus récemment, c'est une certaine frustration. Et si on réfléchit maintenant en se projetant à l'avenir, il y a une étude qui est assez intéressante d'un institut de recherche économique américain, l'ICER, qui est évidemment indépendant de l'industrie pharmaceutique. Ils ont fait une étude publiée il y a maintenant 5-6 ans, mais à mon avis qui reste complètement juste. Ils avaient fait le calcul que si on mettait au point, en ne comptant que les thérapies géniques, je ne parle pas de toutes les autres thérapeutiques, une thérapie génique pour 1% des maladies génétiques, 1%, on en est loin évidemment aujourd'hui, au prix de 1 million, ce qui est sous-estimé puisqu'on est plutôt à 2-3 millions aujourd'hui, ça reviendrait par an à d'augmenter le budget du médicament de 2 tiers. Uniquement ça. Donc c'est intenable sur la distance. Totalement lié à les références, hein, si vous souhaitez, de tout ça.
Donc voilà, ça c'est le constat que j'ai fait, ou effectivement que j'ai eu l'occasion en partie d'écrire. Vous avez fait allusion à des textes publiés déjà malheureusement il y a plusieurs années. Ceci n'a pas vraiment changé, si ce n'est s'être alourdi. Donc en termes de propositions, brièvement, moi je pense qu'il faut essayer, vous l'avez dit très bien, il faut rassembler deux objectifs. D'un côté, rendre ces médicaments accessibles, au moins dans des pays comme les nôtres. Je ne parle malheureusement pas des pays du tiers-monde pour lesquels la situation est loin d'être satisfaisante, y compris pour des maladies fréquentes parmi celles que j'ai citées, pour l'exemple de la drépanocytose, par exemple, en Afrique centrale. Et donc, premier objectif, l'accessibilité aux patients français, si on reste chez nous. Et deuxièmement, il faut maintenir évidemment le savoir-faire, l'incitation et le développement par l'industrie de médicaments. On a besoin de l'industrie. Donc il faut simplement il faut un équilibre. De mon point de vue, aujourd'hui, on n'est pas à l'équilibre. Le curseur est allé progressivement trop loin en faveur des bénéfices de l'industrie pharmaceutique. J'y reviendrai. Et ceci est difficile. Il ne faut pas se faire d'illusions, même si on peut évoquer quelques points. Je pense que, évidemment, le marché du médicament, il est mondial. Et comme vous le savez certainement, il n'y a pratiquement pas de régulation des prix aux États-Unis. Enfin, un tout petit peu, mais il y a une tentative actuelle. Mais c'est par rapport à ce qui se passe en Europe, c'est ridicule. Donc, si on regarde c'est assez intéressant parce qu'on a les journaux américains qui sont aujourd'hui pas avares de papier sur cette question. Nous avons le New England Journal of Medicine publie des articles l'un après l'autre sur cette question, mais qui considèrent presque l'Europe comme une situation idyllique. Enfin, j'exagère. Alors pourtant, elle ne l'est pas, mais par rapport aux États-Unis, c'est évidemment moins. Il faut savoir que le prix des médicaments aux États-Unis, c'est en moyenne 2 à 3 fois le prix en Europe. Et c'est un problème pour l'Europe, parce que du coup, l'industrie a un levier de pression, en disant, comme l'a fait la société Bluebird, même si le marché européen est très important, ben à la limite, je vais vendre mes médicaments aux États-Unis, en tous les cas, et les prix très élevés des médicaments aux États-Unis tirent vers le haut les prix, même chez nous. Et évidemment, nous n'avons aucun moyen de pression pour intervenir sur les prix des médicaments aux États-Unis, si ce n'est espérer que les choses finissent par évoluer. Il y a une prise de conscience, hein, il y a beaucoup de papiers. La communauté médicale est assez clairement au fait de cela. Je sais qu'au sein au moins du Parti démocrate aux États-Unis, il y a une volonté d'avancer, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc c'est un problème sérieux, peut-être le problème le plus difficile et qui nous échappe, qui vous échappe, et encore plus à moi. Donc les quelques points néanmoins qu'on peut essayer d'avancer sont toute la négociation des prix, les prix, tout est complètement opaque. Et c'est la volonté que je comprends un peu, mais qui, in fine, je pense, n'est pas bonne du CEPS, où, comme vous le savez sûrement, même mieux que moi, on ne connaît pas les prix négociés, il y a les rabais, etc., etc. Mais je pense que ce n'est pas une bonne situation. Incidemment, l'OMS a pondu une résolution en mai 2009, mais malheureusement qui est simplement, comment on dit, consultatif, enfin c'est pas consultatif, mais enfin qui ne s'impose pas aux États en faveur de la transparence des systèmes de fixation des prix et des prix. Et je crois qu'in fine, la transparence, enfin vu du côté public, la transparence serait quand même mieux que l'opacité. L'opacité permet d'obtenir des rabais, et je crois que dans certains cas, ils sont vraiment importants. Néanmoins, dans le système d'opacité, les négociateurs publics ne sont pas en situation favorable, parce que l'industriel, par définition, il connaît les prix de vente dans tous les pays, et le négociateur public, le CEPS pour la France, il connaît le prix en France. Et c'est une situation de déséquilibre de négociation qui n'est pas favorable, même s'il y a dans la notion de négociation des prix, je sais que ça repose sur les prix dans les autres pays, enfin c'est un peu compliqué, mais c'est pas une bonne... Et puis fondamentalement, pourquoi, dans ce domaine-là, il doit y avoir une opacité? Donc, la question, c'est finalement quels devraient être les critères de fixation des prix. Dans un monde idéal, on pourrait rêver, je ne suis pas totalement naïf, mais qu'il y ait qu'on mette autour de la table les industriels, les parties prenantes, les payeurs, et idéalement à une échelle internationale, compte tenu de ce que j'ai dit, et qui fassent, peut-être en fonction du type de médicament, un certain nombre de paramètres, qui prennent en compte les coûts de recherche et développement, évidemment, qui existent, les coûts de marketing qui sont plus importants que les coûts de recherche et développement, même si les industriels ne le disent pas, mais il y a quand même quelques études qui le montrent. Les bénéfices, il doit y avoir un bénéfice, mais quel est le niveau du bénéfice de l'industriel? Et la fameuse valeur ajoutée dont j'ai évoqué tout à l'heure, qu'il faut prendre en compte, mais qui ne peut pas être l'élément unique et qui crée ce déséquilibre, à mon avis, qui n'est pas bon. Il y a un troisième point que je voudrais évoquer, je l'ai déjà mentionné brièvement, c'est tenir compte de l'apport académique. Donc, encore une fois, la plupart de ces médicaments viennent du monde académique.
Et le retour sur investissement vers le monde académique est très insuffisant. Académique au sens large, j'y ajoute l'exemple de la myotrophie spinale et l'AFM est parlant, et je crois que l'AFM touche 15 millions d'euros par an de royalties pour un médicament qui est vendu 1,9 million d'euros par malade et qui rapporte des bénéfices à Novartis colossal. Donc là, il y a un déséquilibre. D'une certaine façon, nous, citoyens, contribuables, nous payons deux fois. On paye la recherche académique et on repaye le médicament très cher. Donc ceci n'est pas un avis pas satisfaisant. Quatrième point, c'est au moins envisager, on ne peut pas envisager une négociation des prix mondiale, ça n'a pas de sens. Mais il y a quand même, il me semble, un niveau où on pourrait réfléchir, c'est la communauté européenne. Aujourd'hui, comme vous savez, chaque pays, enfin pas tout à fait chaque pays, mais la France négocie toute seule. Certains petits pays, entre guillemets, par la taille, au niveau européen, se sont mis ensemble. Je crois qu'il y a 2 sous-ensembles où ils négocient ensemble parce qu'ils se sentent un tout petit peu moins seuls et peut-être un peu moins faibles. Mais pourquoi ne pas imaginer que, de la même façon qu'il y a une agence européenne du médicament pour la validation et la mise sur le marché, eh bien, qu'il y a une extension, disons, de l'agence européenne du médicament qui négocie les prix, quitte à ce qu'il y ait des péréquations pour les pays moins riches. Et après tout, il y a un exemple où ça a marché, et ça a même très bien marché, c'est les vaccins anti-SARS-CoV-2 qui ont été achetés après négociation par l'Union européenne. Et moi, je trouve que c'est un exemple qu'il faudrait suivre, peut-être pas pour tous les médicaments, mais pour les médicaments innovants, onéreux. Ça, c'est une proposition. Voilà. Après, on peut encore discuter que pour des maladies rares, abandonner l'industrie, on essaye de mettre en place des structures à but non lucratif de production de médicaments, au moins dans ce cadre-là, peut-être un peu plus, mais ça implique un investissement initial public, sans doute avec l'aide de fondations et du milieu caritatif. On peut encore imaginer d'autres systèmes. En tout état de cause, pour conclure, sur ce point de l'accessibilité des médicaments liés à leur prix, je pense que l'évolution est indispensable. On va dans le mur à terme, pas immédiat, mais même si aujourd'hui les prix sont à peu près... L'enveloppe de prix de dépenses de médicaments en France est contenue, mais elle est contenue parce qu'on a créé une nouvelle enveloppe. Ça, c'est un peu artificiel. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom m'échappe, mais c'est pas grave. Le risque, c'est que s'il n'y a pas une évolution, mais qui implique une négociation entre le monde public et industriel, pour l'intérêt des deux, de mon point de vue, c'est qu'on aille vers une situation américaine, c'est-à-dire ceux qui peuvent payer payent et les autres payent. Voilà, c'est pas accessible. Alors, tout dernier point que je voudrais évoquer, même si c'est pas mon domaine, mais j'ai lu un peu, notamment une référence que je vais vous donner si vous ne l'avez pas parce qu'elle est très explicite, c'est est-ce que tout ce que je raconte n'est pas une utopie? Autrement dit, est-ce que la situation économique de l'industrie fait que ce n'est pas possible, qu'ils ne peuvent pas réduire leur prix? Encore une fois, je ne suis pas un économiste, donc j'avance très prudemment sur ces questions, mais il y a quand même plusieurs publications qui montrent que fondamentalement, les bénéfices, d'abord, que les bénéfices du secteur pharmaceutique sont plus importants que tous les bénéfices de tous les autres secteurs industriels. Ils sont au-dessus. J'avais fait un travail à l'époque avec un économiste belge qui m'avait montré cela, et avec des références tout à fait OK. Que par ailleurs, les dépenses, j'ai déjà évoqué, mais il y a une étude récente sur 15 grandes entreprises mondiales, les Big Pharma, qui montrent que les dépenses de marketing qu'on peut estimer sont largement supérieures aux dépenses de recherche et développement. Et peut-être ce qui est le plus significatif, c'est que si on additionne ce qui correspond à la financialisation de ces entreprises, c'est clair, qui est les dividendes distribués plus le share buyback, c'est-à-dire le rachat des actions par l'industriel, ça représente une somme d'argent supérieure aux investissements en recherche et développement. Donc franchement, encore une fois, même si je ne suis pas économiste, il me semble qu'il y a un peu de grain à moudre et qu'il y a une marge de négociation possible. Incidemment, je m'arrête là. Je vous suggère la lecture, si je peux me permettre, d'un papier qui est, je trouve, assez remarquable sur ce plan, qui est un article dont le premier auteur s'appelle Angelis, A-N-G-E-L-I-S, Harris de son prénom, qui est paru dans le journal qui est le British Medical Journal, et qui est paru cette année. Si vous voulez noter la référence précise, il est vraiment très, très explicite sur les aspects économiques. Voilà, je m'arrête là peut-être, puis on peut continuer. Merci beaucoup pour ces propos introductifs, déjà très, très instructifs et qui posent bien la question. Je vais tout de suite passer la parole à Laurence Cohen, pour rapporteur, pour une liste de questions.
Alors, il y a effectivement plusieurs éléments et qui corroborent déjà les auditions que nous avons menées, parce que effectivement, le prix est quelque chose qui revient beaucoup, mais pas le prix en fait des médicaments innovants. Ça, en général, c'est pas une grande part des auditions que nous avons, mais les industriels se plaignent des prix trop bas des médicaments matures. Voilà. Donc, on est dans une logique où ils appellent, et le LEM les soutient là-dessus, à réévaluer les prix des médicaments matures. Or, les exemples que nous avons eus durant nos auditions, c'est que, alors que les prix sont plus élevés en Allemagne ou encore en Suisse, eh bien, ces pays ont souffert des pénuries. Donc, ça n'est pas les prix qui seraient facteurs de pénurie. Alors, en même temps, il ne faut pas simplifier le débat. C'est vrai que les pénuries sont multifactorielles et il y a plusieurs éléments. Mais voilà, donc c'est important, effectivement, de voir comment est-ce qu'on peut arrêter un peu cette course dans l'évolution des prix où, effectivement, il y a une envolée des prix innovants et avec pas de rendu du service. C'est-à-dire que quelles que soient finalement les facilités que peuvent mettre en place les gouvernements, c'est ce que vous avez dit d'une autre façon, il n'y a pas de retour, quoi. Par exemple, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, c'est concernant le crédit impôt recherche, le CIR. Bon, à la fois, on a eu dans les auditions le fait qu'il nous a été dit que c'était vraiment facteur d'attractivité, et on a entendu ce matin, en allant à Bercy, que ça représentait quand même un investissement extrêmement important pour l'État français, puisque c'est de l'ordre de 7 milliards à peu près, hein, grosso modo. Mais en même temps, les mêmes entreprises, pour certaines d'entre elles, vont optimiser, comme c'est pudiquement appelé, le crédit impôt recherche pour échapper au fait qu'ils vont devoir produire sur le marché français et donc pour rechercher une rentabilité maximale. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait possible de faire? Par exemple, est-ce qu'il ne serait pas important de mettre un certain nombre de critères par rapport au crédit impôt recherche, c'est-à-dire, par exemple, comme critère, mais il peut y en avoir d'autres, mais je veux dire comme critère, dire, ben voilà, vous avez engagé une recherche, etc., qui a abouti à, vous vous engagez à, et vous avez été aidé en cela, vous vous engagez à une production française pendant X temps. Voilà, par exemple. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est sur la transparence des prix. C'est effectivement, vous avez cité l'OMS, c'est vrai qu'il y a aussi l'Observatoire de la transparence des dispositifs, des médicaments, des dispositifs médicaux qui demandent à ce qu'il y ait transparence. Nous heurtons au secret des affaires. Vous avez donné un certain nombre d'éléments sur la transparence qu'il serait utile de voir apparaître. Il pourrait aussi être utile parmi les critères de voir apparaître le respect de l'environnement et des normes environnementales et des normes sociales. Et à ce moment-là, y compris d'ailleurs peut-être valoriser, mettre un label en quelque sorte de souveraineté par rapport aux industriels qui respectent ces normes environnementales, sociales, mais également de production. Au niveau du territoire français, où on ne peut pas tout relocaliser, mais en tout cas au minimum européen, pour rapprocher. Donc ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, vous l'avez un petit peu abordée, où vous avez évoqué l'idée de la mise en place d'un petit nombre de structures à but non lucratif, afin de produire des lots de thérapie génique, voire des médicaments, au moins des maladies très rares, dont le financement serait assuré par les États et de grandes fondations privées, telles la Ligue contre le cancer.
Par exemple, enfin, c'était un exemple que vous avez donné, mais il y en aurait d'autres. Effectivement, nous sommes amenés, dans les auditions que nous avons faites, à réfléchir au fait qu'au moins pour une liste de médicaments courte, établie, mais de manière, disons, on va dire les médicaments critiques, il y ait une possibilité qu'il y ait une production publique et qui se fasse peut-être en lien avec les pharmacies hospitalières centrales, que ce soit au niveau de la PHP, mais aussi de la PHM, etc., et qui pourraient bénéficier de moyens financiers et humains pour pouvoir le faire. Alors, il ne s'agit pas pour nous d'avoir comme idée tout d'un coup, parce qu'elles ont été dépourvues d'un certain nombre d'éléments, et notamment en termes de personnel, de produire, mais via la sous-traitance, etc., elles pourraient produire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution? Et la quatrième question, ça concerne en fait le pilotage. Parce qu'on a eu l'impression, je vais le dire rapidement pour être clair, c'est qu'en termes de médicaments, il n'y avait pas de pilote dans l'avion vraiment. Et qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'agences qui font leur travail, etc. Mais à un moment donné, le donneur d'ordre, si je puis dire, ça doit être le gouvernement, ça doit être le politique. Et donc, ministère de la Santé, par exemple. Et enfin, la toute dernière question, ça concerne la recherche. Puisque vous en avez beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'au niveau de la recherche, il y a une part très importante donc, de recherche avec des financements publics, mais ça n'a pas entraîné un apport privé pour cette même recherche. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre le financement public et le financement privé en termes de recherche. Est-ce que ça, vous le partagez ou pas? Et en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit différent et que quand il y a investissement, en tout cas public, comme c'est le cas, il y ait un retour, une espèce de... C'est quand même quelque part des missions de service public qui doivent être redonnées. Voilà les 5 questions que je voulais vous poser. Je vous remercie. Moi, je rajouterai une. C'est dans votre propos liminaire, vous avez évoqué des thérapies qui ont été arrêtées par un laboratoire alors qu'elles avaient un intérêt thérapeutique, un service médical rendu majeur. Voilà. Et donc, est-ce que, d'abord, confirmer que le fait qu'elle soit arrêtée soit un vrai problème pour la santé publique, même s'il y a des alternatives. Je pense que la greffe, c'est pas forcément, c'est pas exactement la même chose, voilà. Donc il y a aussi des effets secondaires, voilà, différents. Et que pensez-vous de l'obligation de remettre le brevet en ce cas, quand le risque finalement sanitaire est avéré? J'essaie de reprendre dans l'ordre. J'espère que j'ai bien noté. Crédit impôt recherche, effectivement, qui représente un montant non négligeable de l'ordre de 7 milliards. Ce qui me rend un peu perplexe, c'est que si on regarde les dépenses de recherche en France, elles représentent 2,2% du PIB, à peu près. C'est un peu moins de 0,8 pour le public et un peu plus d'un 4 pour le privé. Si on regarde en arrière, en 2008, les chiffres sont les mêmes en France. C'est-à-dire que par rapport au PIB, la part des dépenses de recherche en France n'a pas progressé. Donc on est loin de l'objectif qui avait été fixé dans les années 90 à la fameuse conférence de Lisbonne, de l'Union européenne, qui était d'atteindre 3%. Et il est intéressant de se comparer à l'Allemagne, entre autres, mais on peut se comparer à d'autres pays. L'Allemagne était, en 2008, environ, je parle de mémoire, mais je pense que c'est juste, vous pouvez vérifier facilement, avait le même fraction du PIB consacré à la recherche, et à peu près avec les mêmes pourcentages public-privé. Et aujourd'hui, l'Allemagne a dépassé l'objectif des 3%. Et ce qui est très intéressant, c'est que la croissance publique et privée sont complètement parallèles. Donc, alors est-ce qu'on peut dire que l'un a strictement entraîné l'autre? Il faut être toujours prudent. Mais enfin, le constat, c'est que aujourd'hui, en public, ils sont à 1,1, je ne sais plus exactement, et en privé, donc faites la différence à 9 ou 2, c'est que c'est toujours un rapport 1 à 2, environ. Mais les deux ont progressé parallèlement. Et il y a eu un effort, en gros, c'est le mandat de Mme Merkel. Mais je crois que c'est poursuivi par
la mandature actuelle, de façon très progressive, d'augmenter les crédits de recherche, et en le faisant intelligemment. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont fait des programmes permettant de développer, parce que c'est bien d'avoir des crédits, mais il faut bien les utiliser aussi. C'est une évidence. Et ils ont fait un magnifique travail et qui se traduit, je pense, j'en suis sûr, par une recherche qui aujourd'hui a des performances supérieures à la nôtre, mais peut-être aussi en termes de médicaments, et le Covid l'a montré, même si je ne peux pas établir avec certitude une relation de cause à effet. Donc, à quoi sert le crédit impôt recherche en France? Alors, si je veux avoir une vision un peu cynique, c'est dire que s'il n'y avait pas le crédit impôt recherche, on ne serait même pas stable, on serait en décroissance. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il n'a pas permis d'augmenter la part du PIB privé consacrée à la recherche. Ce qui est évidemment dommage. Alors, mettre des critères, je pense que j'aurais assez envie de penser que les entreprises qui pourraient le mieux bénéficier du crédit impôt recherche sont les entreprises petites et moyennes, qui sont quand même pas, qui n'ont pas les mêmes situations financières que les big pharma si on reste dans le domaine de la pharmacie, mais cela dit, ça s'applique évidemment à d'autres domaines. Donc j'aurais plutôt tendance à, je ne sais pas exactement selon quels critères, mais à favoriser l'utilisation de ce crédit impôt recherche par les entreprises qui ne sont pas les très grosses, les Sanofi, on venait d'entendre, mais aussi, je ne sais pas, Thales ou d'autres dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la santé. Par exemple, je suis assez sensible à ce que vous proposez, à l'idée de mettre des liens, en tous les cas des conditions supplémentaires, de nature différente, 3. L'emploi des thésards, que ces gens emploient les gens qui ont fait une thèse de sciences, qui est toujours un problème en France qui n'est pas résolu, notamment les gens qui ont des thèses en sciences de la vie, avec une inclusion très inégale et très insuffisante encore de la thèse dans les conventions collectives. Des clauses, je reviens à ce qu'on a discuté un tout petit peu tout à l'heure, des clauses de prix raisonnables ou d'accords satisfaisants lorsqu'il y a transfert dans des négociations entre le monde académique et privé. Et puis, pourquoi pas, une part de production française, moi je dirais européenne pour être plus réaliste, à mon avis, ça ne me choquerait pas. Transparence, vous avez évoqué les normes sociales et les normes environnementales. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose que je ne connais pas bien, mais dont j'ai entendu parler, et qui n'est pas inintéressant, mais dont j'ai peur que ça ne soit quand même pas une solution simple, c'est le statut d'entreprise à mission, qui s'est développé relativement aux États-Unis, que prenait beaucoup une ex-candidate aux élections présidentielles américaines, Elizabeth Warren, notamment d'ailleurs pour l'industrie pharmaceutique. L'idée étant que c'est ce qu'a essayé de faire, comment j'ai oublié son nom, un grand industriel qui a perdu son poste de PDG, Saint-Gobain, non, je dis une bêtise, Danone. Et j'ai oublié le nom de quelqu'un qui est très connu, mais qui a perdu il y a 2-3 ans son poste de PDG. Il a essayé de transformer Danone en entreprise à mission. Donc l'entreprise à mission, c'est une entreprise qui, indépendamment du nécessité de faire des bénéfices et que les actionnaires soient satisfaits. Il y a aussi d'autres objectifs qui sont d'ordre sociaux. Donc ça peut être les normes environnementales, les normes sociales, et ça peut être aussi pour l'industrie du médicament, les prix du médicament, s'engager à des prix raisonnables. C'est pas une affaire simple, il y a toute une liste d'items à remplir. Il y a quelques entreprises qui sont au-delà de Danone, qui n'est pas dans le domaine qui nous concerne directement en tous les cas aujourd'hui. Bon, c'est peut-être une vue de l'esprit, parce que est-ce que, après tout, telles entreprises accepteraient de modérer leur prix? Je ne sais pas, mais ça rentre quand même peut-être un peu dans la réflexion. Bon, les questions de transparence, par ailleurs, j'ai abordé tout à l'heure, mais c'est évident que toutes les autres normes doivent intervenir. Les productions de médicaments dans dans un contexte non lucratif. D'abord, des exemples où ça marche. Prendre 2 exemples opposés. J'ai oublié le nom de l'entreprise aux États-Unis, mais il y a un certain nombre d'hôpitaux américains se sont mis ensemble pour créer une telle société à but non lucratif qui produit des médicaments en pénurie. Ils ont aussi ce problème, comme vous le savez, aux États-Unis. J'ai oublié le nom, mais ça existe. Je sais, pas à une échelle très importante, mais ça existe. Et à l'opposé, pour les médicaments très innovants, l'hôpital Vall d'Hebron à Barcelone développe ses propres CAR T-cells, ce qui, sur un plan juridique, est limite, mais le prix auquel c'est facturé aux malades, donc aux assurances sociales en Espagne, là où c'est 400 000 € en France, c'est moins de 100 000 € en Espagne. Okay. Donc on peut... Et ils y arrivent. Ils ont monté
leur production est une qualité pharmaceutique indiscutable. Il ne s'agit pas évidemment de transiger d'aucune façon avec la qualité des médicaments. Ça, c'est impossible à imaginer une seconde. Donc c'est-à-dire que c'est faisable. Pas simple, mais c'est faisable. Donc il y a effectivement deux axes. Il y a l'axe des médicaments courants en pénurie et l'axe des médicaments innovants, un peu plus compliqué, mais je pense que ce n'est pas complètement impossible. Et on ne peut pas avancer massivement dans ces domaines. Moi, je suis assez favorable à ce que ces deux axes soient explorés. Il faudra faire des études économiques sur les coûts de mise en place, etc. Quelles sont les fondations vous avez évoqué la Ligue contre le cancer. Pour la France, on pourrait évoquer l'AFM, qui a des structures qui s'en rapprochent. Je pense que c'est certainement une piste à explorer, qui ne va pas résoudre par miracle tous les problèmes, mais qui pourrait résoudre un certain nombre de questions. Il est important de montrer, en espérant que ça soit le cas, que ces entreprises sont efficientes, qu'elles ont la qualité, qu'elles peuvent le faire à des prix raisonnables. Mais si la preuve de principe est apportée, après, on peut avancer un peu plus. Et donc peut-être de temps en temps se mettre en compétition avec l'industrie. Bon, il y a encore les problèmes de brevets, c'est pas complètement simple. Mais je pense que ce type de choses, à mon avis, à nouveau, devait être réfléchi, discuté à l'échelle européenne. Je pense qu'on partage avec nos voisins les mêmes problématiques, que ce soit les pénuries de médicaments, vous l'avez évoqué, ou la problématique des prix des médicaments innovants. Et je pense que l'approche rationnelle et la plus efficiente serait de s'associer, de s'allier avec les Italiens, les Allemands, etc., et de faire ensemble. Je pense que ce serait plus rentable. Quatrième question. Pilotage de la politique du médicament. Qu'est-ce que vous entendez par le pilotage de la politique du médicament? Là, vous excluez la recherche là, à ce stade-là, je pense. C'est sur les stratégies de production, les besoins prioritaires, ce genre de choses. Donc ça rejoint les capacités de production qui puissent être remises à disposition à proximité en France ou en Europe. Oui, effectivement, forcément, les pouvoirs publics ont un mot à dire, mais il faut reconnaître que ce sont les industriels qui produisent, ce sont eux qui ont le savoir-faire, et donc ça doit être une négociation avec eux. Alors, je pense que vous en avez beaucoup discuté, j'imagine, avec Sanofi et d'autres. Bien sûr, il faut qu'il y ait une politique de médicaments. Est-ce qu'aujourd'hui... Je ne suis pas capable, non, je ne connais pas assez bien, je vais dire des bêtises. Je ne suis pas capable d'apprécier le niveau de perception ou d'action plus important du ministère de la Santé en particulier sur cette question. Je préfère m'abstenir, je ne connais pas assez bien. Pas dire de bêtises, essayez de ne pas dire trop de bêtises. La recherche, dépenses publiques, déséquilibre public-privé. Alors, la réponse est qu'en fait, non, il n'y a pas un déséquilibre public-privé. Il n'y a pas assez des deux. J'ai évoqué tout à l'heure la comparaison avec l'Allemagne, mais on pourrait reprendre celle avec les pays performants en recherche en Europe, sans aller aux États-Unis, au Canada, en Corée, au Japon. Ce sont tous les pays du Nord, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Scandinavie, en gros. Et dans ces pays-là, donc il y a les dépenses de recherche sont globalement supérieures, à nouveau si on se rapporte au PIB, et elles sont supérieures du côté public et du côté privé. Et le ratio, c'est assez intéressant et finalement assez constant partout. Il y a des nuances, mais vraiment assez faibles. Ces chiffres sont facilement disponibles. Donc je pense que ce n'est pas une question de déséquilibre public-privé, c'est qu'il y a des montants, des crédits de recherche qui sont insuffisants dans le domaine public et dans le domaine privé. Mais en même temps, on pourrait développer plus longtemps, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'organisation, de choix stratégiques. Aujourd'hui, par exemple, je trouve qu'on met trop l'accent, même s'il faut le faire, c'est important, surtout dans toutes les questions qu'on évoque, sur le soutien à l'innovation, à travers le France 2030 et spécifiquement l'Agence d'innovation santé pour ce qui concerne le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Mais il n'y a pas assez d'argent vers l'amont, vers la recherche. Si on veut innover, il faut d'abord trouver. Enfin, c'est un tout petit peu primaire de dire ça, mais c'est quand même juste. Et je pense qu'on est un peu trop en déséquilibre sur ce plan. Mais donc, quand même, encore une fois, ce n'est pas qu'un problème public, c'est aussi un problème privé. Mais j'ai envie de penser que, comme on l'a vu en Allemagne, possiblement l'un peut tirer l'autre. S'il y a une dynamique qui s'instaurerait, il faut on a une difficulté en France, c'est que le monde, même si ça va mieux que ça a été dans le passé, je crois, mais il y a quand même le monde public et le monde privé sont des mondes qui ne se connaissent pas assez bien. Alors ce n'est pas le cas dans la plupart des autres pays pour des raisons, à mon avis, qui sont liées à la formation des gens. Parce que dans les autres, nous avons une grande spécificité. Pardon, une petite diversion, mais c'est lié au sujet.
qui concerne le fait que nous avons un système universitaire dual entre les grandes écoles et les universités. Et en gros, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants politiques viennent d'un système de grandes écoles, avec en général peu de formation scientifique au passage. Et les scientifiques viennent plutôt de l'université, plus quelques grandes écoles spécialisées comme l'école normale supérieure, un tout petit peu l'X, et encore pas tant que ça. Et ce sont deux mondes donc, qui se séparent. À l'âge de 18 ans, ils ne se connaissent plus. Ça peut paraître, je caricature évidemment, mais néanmoins, c'est quand même, je pense que ce sont des mondes qui s'ignorent, qui du coup sont en défiance relative, alors que vous allez en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans ces pays, tous ces gens-là ont été dans les mêmes universités, alors pas dans les mêmes filières, mais ils se sont côtoyés, ils se connaissent, ils se passent des coups de fil beaucoup plus, ils se parlent beaucoup plus que ce qui se passe dans le système français. C'est pas facile d'y remédier. Il y a au moins un aspect qu'on peut faire remarquer, c'est que la formation par la recherche par exemple, des ingénieurs est beaucoup plus faible en France qu'en Allemagne. Les ingénieurs allemands ont 4 fois plus souvent que les ingénieurs français une thèse de sciences. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous faire de la recherche scientifique, mais ça veut dire qu'ils ont une culture scientifique. Et ça va jusqu'aux politiques. Madame Merkel avait fait de la chimie, une thèse de chimie. Je pense que ça a joué dans sa volonté de développer la recherche en Allemagne. Pardon, je m'arrête sur cette parenthèse. Le dernier point... c'est pas simple cette histoire d'arrêt de production de produits innovants. Alors c'est vrai que c'est la société Orchard, qui est une petite société britannique qui avait développé, qui a racheté ses produits, etc. Mais finalement, comme elle a un médicament pour une autre maladie où il n'y a pas d'alternative du tout et qu'ils vendent 2 fois plus cher, pour ce qu'on appelle une mucopolysaccharidose, une maladie sur charge, ils ont choisi de développer cette thérapie-là beaucoup plus rentable que pour les déficits immunitaires. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite perte en charge. Honnêtement, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des progrès des greffes de moelle osseuse, c'est moins... Là, il y a 10 ans, je vous aurais dit c'est une catastrophe. Aujourd'hui, je dis que c'est moins grave. Alors, effectivement, se pose la question, parce qu'on peut l'extrapoler à d'autres domaines. Qu'est-ce qui se passe si un produit n'est plus développé alors qu'il a un intérêt médical indiscutable? Je pense que c'est des situations où on peut imaginer d'intervenir pour faire en sorte que ce produit puisse être produit, y compris dans les structures non lucratives, pourquoi pas, de racheter à des prix raisonnables les droits sur ces produits, c'est éventuellement envisageable. Pas simple, il ne peut pas être fait à grande échelle, mais au cas par cas, ça me paraît envisageable. Voilà. Est-ce que vous souhaitez apporter des éléments complémentaires ? On a fait un tour d'horizon oui. de ce que je connais assez large. Il y a plein d'autres sujets, mais je n'ai rien à dire qui soit intéressant pour vous, parce que je ne connais pas assez bien. Cette histoire des brevets est un vrai sujet, parce qu'on voit bien que la stratégie des grands laboratoires est quand même finalement ou de trouver quelqu'un d'autre pour fabriquer des produits matures, ou d'arrêter tout court. En tout cas, c'est une espèce de logique qu'on voit se dessiner, et les facteurs des pénuries, on voit bien que cette responsabilité-là est importante. Voilà. Je comprends. Je pense qu'il faut quand même vraiment distinguer la situation des médicaments courants qui ne coûtent pas très cher des médicaments innovants. Je pense que c'est vraiment deux... Évidemment, c'est complètement connecté puisqu'ils sont les mêmes producteurs. Et puis c'est la même enveloppe budgétaire. Vous avez raison, évidemment, c'est la même enveloppe in fine. Mais en termes de démarche, ce sont quand même deux situations assez différentes. Oui, mais nous, on est vraiment en situation de pénurie sur des médicaments matures. Je suis conscient de cela. Oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, on a abordé les deux sujets, vous avez bien compris, parce que les deux sont liés et qu'il y a des stratégies industrielles, et qu'on voit bien que les choses, manifestement, sont parties vers un effet de ciseau de plus en plus crucial. Disons que dans les choses réalistes de tout ce que j'ai dit, je ne sais pas, tout ce que j'ai dit est loin d'être réaliste, à mon avis, malheureusement. J'aimerais bien que ça le soit. Mais il y en a une, à mon avis, enfin, si je peux me permettre, sur laquelle je voudrais insister, que pour plusieurs des sujets évoqués, c'est l'Union européenne. Je suis convaincu que, quand même, l'Union européenne, c'est une énorme part du marché du médicament, même si les États-Unis, etc., je ne répète pas ce que j'ai dit, mais quand même, c'est un gros morceau. Ça représente une force de recherche économique, politique importante. Et je pense qu'agir sur toutes ces questions à l'échelle de l'Europe, que ce soit sur les pénuries, sur les médicaments innovants, d'une certaine façon sur la recherche,
Je pense que l'Union européenne ferait beaucoup mieux que chacun des pays isolés. C'est vraiment un domaine où l'Union européenne a une valeur ajoutée, à mon avis, considérable. Mais bon, c'est mon point de vue. Puis on arrive dans une situation aux États-Unis, la question même s'il est moins régulé qu'en France, le prix du médicament, des pénuries sont présentes également. Oui, bien sûr. Puis il y a aussi, pour régler les des questions d'accès, ils choisissent ce qui rapporte de l'argent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets à retardement, mais c'est évident, également. Oui, bien sûr. Et on voit bien qu'il y a eu un souci aussi. Pour des raisons d'accessibilité pour l'insuline, par exemple, il y a eu une tentative de régulation du prix de l'insuline. Ils ont essayé sur l'insuline. Mais l'insuline est vendue à des prix exorbitants. Exorbitants. Absolument exorbitants. Alors qu'on est face à une pathologie qui est quand même relativement fréquente. Majeure. Mais on s'aperçoit, par exemple, hier, on a auditionné un membre de la Fiocruz au Brésil. Et on s'est aperçu dans la façon dont il nous a décrit la situation. Alors, Brésil, pays continent, 220 millions d'habitants, on n'est pas sur la même échelle. Mais compte tenu de ce qu'ils ont fait par rapport au VIH et de la présence de la Fiocruz, elle est capable de faire de la recherche, de produire des médicaments et de les distribuer. Donc à partir de ce moment-là, elle a quand même un pouvoir de réaction et d'action extrêmement considérable. Alors que ce qu'on s'est dit depuis le début ensemble, c'est que le gouvernement français, mais pas que le gouvernement français, mais pour ce qui nous intéresse, est quand même tributaire des décisions que vont prendre les industriels. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai remis un peu dans la course, parce que je ne vois pas d'autres possibilités, les pharmacies centrales au niveau hospitalier, parce qu'elles peuvent éventuellement, mais elles ont été beaucoup désarmées. Oui, il y a du boulot quand même. Voilà, non, mais oui, une petite base, mais c'est une toute petite base, mais parce qu'il faut partir de quelque chose. Mais comme il n'y a pas la volonté, moi je vois bien entre le moment où on est en 2023 et le moment où je suis élue en 2011, je vois tous les moyens que la GEPS, par exemple, a perdus. Elle n'est plus en capacité de produire aujourd'hui. Elle passe par la sous-traitance, par d'autres. Voilà. Donc, si vous voulez, au fur et à mesure, quand on ne se donne pas les moyens, on ne les a pas. Si je peux, un petit commentaire. Sur le Brésil et l'Inde aussi, sont des pays qui ont des structures de production de médicaments ou de vaccins, par ailleurs, mais c'est un médicament aussi, de très performants. Et ça leur permet, pour des médicaments courants et des médicaments pour lesquels les brevets sont tombés, etc., d'avoir accès à des prix raisonnables à des médicaments. Reste qu'ils ont le même problème avec les médicaments innovants. La recherche brésilienne n'est pas telle, elle n'est pas malheureusement pour eux, les médicaments innovants aujourd'hui, ils ne viennent pas du Brésil. Ils viennent des États-Unis, ils viennent un peu de l'Europe, mais bon. Donc ça permet d'assurer typiquement les médicaments du VIH, qui est hyper important, évidemment, ou un certain nombre d'agents anti-infectieux dont ils ont besoin, etc. Mais il y a quand même une limite aussi. Il faut juste préciser ça. Oui, mais par exemple, ils ont l'intelligence de développer des coopérations avec la France, avec l'Institut Pasteur, avec un certain nombre. Donc, ils sont quand même dans une démarche qui peut aboutir. Et comme ils ont les outils après pour développer... ils ont quand même réussi, par exemple, par rapport à la force de leur marché, à récupérer toute ça s'appelle pas la technologie d'ARN messager, de pouvoir. Bon, c'est quand même. Avoir. Excusez-moi, mais là je dirais avoir. C'est pas ARN messager d'ailleurs, puisque c'est AstraZeneca. Oui, l'autre, Adéno. Non, c'est pas ARN messager. Mais là aussi, oui, je pense que oui, probablement. Non, c'est pas ARN messager. Mais il faut qu'ils fassent leurs preuves, quoi. Il faut démontrer. Au-delà, ils ont produit massivement, et c'est très bien, le vaccin d'AstraZeneca, etc. Mais après, est-ce qu'ils peuvent développer par eux-mêmes ensuite d'autres choses, sortir du SARS-CoV-2 et transposer une autre maladie infectieuse? Je pense qu'ils n'ont pas cette technologie aujourd'hui, malheureusement pour eux. Ils peuvent effectivement produire, ils savent très bien produire en masse, ce qui est bien. L'Inde aussi a cette capacité. L'Égypte, je ne sais pas, oui, c'est peut-être, je ne sais pas. Encore, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour cet échange très instructif.